nous avons proposé de réfléchir sur le droit pénal et les pratiques biomédicales. Nous partons de l'idée que le droit pénal, qui est cette branche du droit visant à prévenir et à réprimer les infractions, semble être loin de la biomédecine, ou plus précisément des pratiques biomédicales qui consistent plutôt en un ensemble d'activités, la procréation, le prélèvement de sang d'organes ou même la recherche biomédicale qui vise à soigner l'homme. Il y a donc a priori un détachement entre le droit pénal et la biomédecine, mais cela n'est pas vraiment le cas puisque historiquement le droit pénal s'est toujours nourri des produits de la biomédecine, qu'il s'agisse donc de la génétique, de la toxicologie, de la police scientifique, de l'anthropométrie, de la dactyloscopie ou encore plus généralement de la médecine légale. Le droit pénal appliqué dans la procédure pénale et le droit pénitentiaire se sont toujours nourris de ces sciences biomédicales et on a essayé plus théoriquement de regrouper ces disciplines sous une matière ou une science appelée criminalistique. Et on a aussi vu que les médecins ont contribué à la conceptualisation du crime et donc à une meilleure appréhension des infractions par le droit pénal à travers une discipline qu'on a appelée la biologie criminelle, dont le concepteur initial était un Italien, un médecin appelé Enrico Cesare Lombroso. Et donc, c'est ce contexte qui permet de rapprocher le droit pénal des pratiques biomédicales pour poser la question simple de savoir quel rapport le droit pénal entretient-il avec les pratiques biomédicales. Et nous allons essayer d'exposer qu'il y a une interaction entre le droit pénal et les pratiques biomédicales et cette interaction traduit une ambivalence entre les deux matières. Et globalement, il existe une influence de plus en plus accrue des pratiques biomédicales sur le droit pénal, notamment le droit pénal appliqué, au point qu'on peut essayer de dire qu'il y a une biomédicalisation du droit pénal. C'est le premier axe de notre réflexion, mais en même temps, parce que ces pratiques ont des dérives, le droit pénal, pour pouvoir limiter les excès de ces pratiques, et on peut donc parler de la pénalisation des pratiques biomédicales. Commençons donc par la première réflexion qui concerne la biomédicalisation du droit pénal, pour dire que cette biomédicalisation est perceptible d'abord à travers la pénétration dans le champ pénal des nouveaux concepts: gestation pour autrui, clonage humain, eugénisme, embryon chimérique, etc. Et donc, ces concepts contribuent indubitablement à la biomédicalisation du droit pénal, mais c'est davantage en procédure pénale que ces pratiques qui bouleversent un peu la procédure, l'application du droit pénal sont plus perceptibles, et nous allons voir donc qu'elles peuvent influencer non seulement sur les poursuites pénales, mais également sur les condamnations. Il y a donc d'un côté la biomédicalisation des poursuites pénales et de l'autre la biomédicalisation des condamnations. D'abord, la biomédicalisation des poursuites pénales est très manifeste dans l'administration des preuves pénales et en vertu de la liberté des preuves. En cette matière, on peut recourir dans toutes les phases de la procédure pénale, que ce soit la phase d'enquête, la phase de poursuite, d'instruction ou de jugement, recourir à des experts et notamment des médecins pour pouvoir contribuer
à la détermination des infractions, à l'identification des auteurs de ces infractions et pour pouvoir permettre au juge pénal de prendre des décisions. Et donc, cette biomédicalisation des poursuites pénales et de l'administration des preuves pénales concerne l'exploitation du corps de la personne poursuivie, mais aussi du corps de la victime de l'infraction. Le corps de la personne poursuivie ainsi que ses éléments, ses parties peuvent être exploités par les médecins pour pouvoir permettre d'identifier s'il y a eu infraction ou pas et en même temps s'il y a eu une personne ou plusieurs qui ont contribué à la commission de ces infractions. Alors, en vue d'apporter la preuve de l'existence d'une infraction, il peut être fait recours aux pratiques biomédicales, notamment l'utilisation des analyses sanguines, des examens médicaux, cliniques ou biologiques, en vue de rechercher, par exemple, le taux d'imprégnation alcoolique ou des stupéfiants dans l'organisme. Et en même temps, on peut procéder à des examens médicaux pour rechercher des maladies sexuellement transmissibles ou un produit dopant sur le corps d'un sportif. Et en même temps, pour identifier les auteurs des infractions, parfois les plus complexes, on fait recours à l'ADN pour pouvoir facilement retrouver les éléments des preuves. Et c'est cela, globalement, les éléments que le droit positif camerounais permet, parce que dans d'autres systèmes juridiques, il est même permis d'exploiter la pensée de la personne poursuivie à travers notamment l'hypnose et les sciences, les neurosciences. Mais le Code de procédure pénale interdit formellement, par exemple, donc l'hypnose et donc par ricochet l'exploitation de la pensée de la personne poursuivie pour savoir si elle a commis une infraction ou pas. Et en même temps, pour pouvoir permettre de trouver les preuves de la commission d'une infraction, il est généralement fait l'exploitation du corps de la personne victime de cette infraction et que la personne soit vivante ou décédée. Lorsque la victime est encore vivante, on peut notamment procéder à des examens médicaux pour le calcul du taux des incapacités de travail concernant certaines infractions comme les blessures, comme la torture, ou même pour trouver des éléments de constitution de l'infraction en ce qui concerne les infractions comme l'avortement. Donc il est essentiellement fait recours à des actes médicaux pour pouvoir savoir s'il y a eu une infraction ou pas, et en exploitant le corps de la victime vivante. Lorsque la victime est décédée, il est également fait recours aux experts biomédicaux pour pouvoir identifier s'il y a eu infraction ou pas, notamment en faisant donc l'autopsie, et qui est un acte essentiellement médical et qui permet donc de déterminer plus tard le juge pénal sur la suite à donner à l'affaire. Et l'actualité nous renseigne, par exemple, que pour pouvoir accuser, en tout cas pour qualifier les faits de poursuite contre ceux qui sont, n'est-ce pas, suspects d'avoir commis l'assassinat ou l'infraction de torture sur le journaliste Martinez Zogo. On a fait appel à ces experts pour pouvoir savoir si c'était l'assassinat ou c'était la torture. Et au niveau de la phase de poursuite, les éléments qui étaient recueillis ont permis de qualifier l'infraction de torture plutôt que d'assassinat. Et plus tard, nous avons vu que le juge d'instruction a requalifié, n'est-ce pas, ces comportements. Maintenant, il s'agit donc là d'une biomédicalisation des poursuites pénales et de plus en plus, au regard du développement de la biomédecine, le droit pénal est davantage conditionné par ces connaissances qui peuvent contribuer à sa mise en œuvre. Il en est de même, notamment concernant la condamnation, les condamnations pénales, parce qu'en principe,
Le Code pénal camerounais, en son article 20, prévoit comme, entre autres sanctions pénales, l'internement dans une maison de santé. Et la mise en œuvre de cette sanction est foncièrement conditionnée par l'intervention des médecins et des praticiens du domaine. Et surtout qu'au Cameroun, la démence ou même l'infirmité mentale constituent des causes d'irresponsabilité pénale. Mais en même temps, parce qu'il ne faut pas laisser ces personnes en liberté, on a donc prévu cette mesure de sûreté pour pouvoir permettre de continuer le traitement. C'est un élément de rapprochement avec le droit pénal, continuer de traiter le malade mental ou l'infirme mental afin de pouvoir, à la fin, le guérir, s'il faut le dire ainsi. Donc, on comprend que les pratiques biomédicales ont envahi le champ pénal et conditionnent même quelquefois son application. Mais ces pratiques peuvent également constituer des infractions, des excès. Parce qu'à la fin de l'exposé de Madame le docteur Donfak, on a eu peur. On va aller où? Vers où irons-nous? Mais comprenons que le droit a toujours des moyens de pouvoir limiter les excès. Et ce moyen, c'est le droit pénal, l'arme ultime du droit qui punit tous les comportements qui violent les valeurs essentielles de la société. On peut donc parler de la pénalisation des pratiques biomédicales. Disons que les progrès de la biomédecine génèrent un pouvoir de création et de transformation de la vie. Et un auteur français a exploité cette pensée en considérant qu'on est passé de l'homme réparé à l'homme amélioré, de l'homme amélioré à l'homme augmenté, et de plus en plus on cherche même à créer l'homme nouveau. Et donc, c'est pour limiter cette tentation des pratiques biomédicales à pouvoir aller au-delà de ce qui est permis à l'homme que le législateur camerounais, à travers les 2 lois de 2022, parce qu'il y a une loi qui concerne la PMA, la procréation médicalement assistée, et une autre loi qui est intervenue 2 mois plus tard pour limiter les excès de la recherche biomédicale impliquant la personne humaine. Et nous allons donc essayer de voir comment le législateur camerounais a incriminé certains comportements liés aux pratiques biomédicales et quelles sont les peines qui sont prévues et qui sont quelquefois particulières. En premier lieu, la création des nouvelles infractions. Ces infractions concernent donc essentiellement la pratique de la PMA et la recherche biomédicale. Concernant les dérives de la PMA, le législateur de 2022 a créé à la fois des crimes et des délits. Les délits sont entre autres la violation de l'obligation de confidentialité. Et nous avons vu avec l'intervention de Madame le professeur comment, n'est-ce pas, la confidentialité est un élément essentiel de la pratique de la PMA. Et dont la violation de cette obligation de confidentialité constitue un délit, tout comme l'utilisation des gamètes génétiquement modifiés pour l'obtention d'embryons, l'insémination par sperme frais provenant d'un don sans examen préalable et enfin la gestation pour autrui qui constitue des délits désormais en droit camerounais. Et au-delà, le législateur a vu que certains comportements étaient plus graves et les a érigés en crimes. Et il s'agit de la conception ou de l'utilisation des embryons et des gamètes humains à des fins commerciales ou industrielles, ou encore de l'utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, ou l'utilisation d'un embryon in vitro sans le consentement de la personne concernée, etc. Donc, les dérives des pratiques de la PMA sont constitutifs des infractions au Cameroun et sont punis. Il y en a de même des dérives qui sont liées à la recherche biomédicale. Et à ce niveau, la loi de 2022 a érigé essentiellement certaines pratiques
qui tendent à la fabrication d'êtres humains. Donc, toutes les pratiques qui vont tendre à fabriquer des êtres humains constituent des crimes graves et ces crimes sont, en droit français, appelés des crimes contre l'espèce humaine. Et ces crimes sont au nombre de 3. Il s'agit de la commercialisation du corps humain ou de ses éléments, la sélection des êtres humains, donc l'eugénisme, qui est une pratique qui tend à organiser la sélection, la qualité de certains êtres humains au détriment d'autres. Et enfin, il y a le clonage qui est également interdit. Le clonage, c'est la reproduction d'une personne à partir d'une autre personne qui existe déjà. Donc, le législateur camerounais a érigé tous ces comportements en crimes et les punit des peines plus sévères. Ces peines, il s'agit des peines principales et des peines accessoires. Les peines principales sont essentiellement l'emprisonnement et l'amende. Et on comprend que malgré la gravité du clonage, de l'eugénisme ou de la commercialisation du corps humain, le législateur a refusé de reprendre la peine de mort. Et ça veut dire qu'on peut considérer que de plus en plus, le législateur pénal camerounais tend à abolir la peine de mort. Et à côté de cette considération, le législateur a aussi limité les pouvoirs du juge. Parce que de manière générale, lorsque une infraction est punie dans le code pénal, le législateur donne la latitude au juge de choisir soit entre l'emprisonnement, soit entre l'amende. Mais concernant ces pratiques biomédicales, le législateur n'a pas donné la latitude au juge. Donc, les peines sont à la fois l'emprisonnement et la peine d'amende. Au niveau des peines accessoires, et nous terminons bientôt, ces peines sont celles qui frappent tous ces professionnels qui interviennent dans la pratique de la PMA, mais aussi dans la recherche biomédicale et qui visent l'interdiction de certains droits civiques et civils, mais aussi la confiscation de certains biens ou encore l'exclusion de certains marchés publics. Mesdames et messieurs, voici quelques réflexions que nous avons menées sur l'interaction entre le droit pénal et les pratiques biomédicales. Nous vous remercions de votre aimable attention.